Bonjour, je suis Marie-Hélène Delacroix et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler de 5 choses que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise il y a des années. 5 habitudes, ou peut-être plus honnêtement, 5 erreurs, qui travaillent en silence contre votre force, votre énergie et votre équilibre hormonal si vous êtes une femme dans la soixantaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez quelque chose. Après la ménopause, et particulièrement à mesure que nous avançons dans la soixantaine, notre corps devient plus sensible à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous ne faisons pas. Les choix qui n'avaient peut-être pas tant d'importance à 40 ans, ils en ont maintenant. Beaucoup. Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu ça. On nous a dit de manger moins, de bouger plus, d'accepter les changements et de ne pas se plaindre. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il existe des choses spécifiques, des choses ordinaires et courantes que la plupart des femmes font sans y penser, qui travaillent activement contre le corps que nous essayons de préserver. Et je vais vous montrer les 5. Mais je veux aussi vous dire maintenant, restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, parce que je vais parler de 2 aliments que j'ai ici avec moi. Des choses qui semblent être des choix parfaitement sains. Des choses que des articles bien intentionnés et des amis bien intentionnés vous ont probablement recommandées à un moment ou à un autre. Et je veux vous expliquer exactement pourquoi, selon la façon dont vous les utilisez, ils pourraient travailler en silence contre votre force et votre santé hormonale. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas avant qu'on y arrive. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas coach sportive ni nutritionniste. Je suis une femme de 66 ans d'Annecy qui a passé 33 ans à travailler dans l'administration scolaire publique, a pris sa retraite à 59 ans et a ensuite, petit à petit, sans lâcher, reconstruit sa santé depuis le début à partir de 60 ans. Je partage ce qui m'a aidé, c'est tout ce que c'est. Alors, entrons dans le vif du sujet. 5 choses qui pourraient travailler en silence contre votre corps après 60 ans. La première, c'est le stress. Je sais, vous l'avez déjà entendu. Nous l'avons toutes entendu. Mais je veux que vous l'entendiez différemment aujourd'hui, parce que je pense que la plupart des femmes ne comprennent pas vraiment ce que le stress chronique fait à l'intérieur de leur corps et pourquoi il nous affecte différemment après 60 ans. Ce que j'ai compris avec le temps en commençant à y prêter vraiment attention. Quand votre niveau de stress monte, votre corps produit une hormone appelée cortisol. Vous l'avez peut-être entendu appeler l'hormone du stress. Et ce que fait le cortisol, ce pourquoi il existe, c'est préparer votre corps à faire face à une menace. Il envoie le signal, quelque chose de dangereux se passe, met tout le reste en pause, la survie d'abord. Le problème, c'est que notre corps ne peut pas faire la différence entre être poursuivi dans les bois et être assise à la table de la cuisine à s'inquiéter d'un rendez-vous médical, ou d'une conversation difficile avec un proche, ou de quelque chose vu aux informations. Le corps lit simplement, stresse, réagit. Et c'est là que ça devient directement pertinent pour la façon dont nous nous sentons, dont nous nous voyons et dont nous vieillissons. Le cortisol est, dans un sens très réel, l'ennemi de tout ce que nous essayons de construire. Il décompose le tissu musculaire. Il indique au corps de stocker les graisses, particulièrement autour de l'abdomen. Il perturbe le sommeil. Il supprime les hormones qui soutiennent l'énergie, l'humeur, la densité osseuse et la vitalité. Et il ne faut pas une seule journée très stressante pour faire des dégâts. C'est le stress constant, de faible intensité, continu,
le genre que la plupart des femmes de mon âge portent depuis des décennies, qui s'accumule et prend un tribut silencieux. Ce que j'ai compris, c'est que je fonctionnais depuis des années avec un stress de fond. Pas le stress dramatique d'une crise, juste le bourdonnement constant de la responsabilité, du soin aux autres, d'être présente pour tout le monde, tout en me mettant silencieusement en dernier. Et quand j'ai approché la fin de la cinquantaine, ça s'est manifesté dans mon corps de façon que je ne pouvais plus ignorer. Le relâchement autour de la taille, la fatigue qui ne disparaissait pas avec le repos, la sensation d'être physiquement épuisé, même les jours où je n'avais rien fait de particulièrement difficile. Gérer le stress n'est pas un luxe, c'est un acte direct de soin pour votre corps physique. Pour moi, ce qui a changé les choses, c'est une combinaison de choses, du repos intentionnel, des listes de choses à faire plus courtes, plus de temps dehors et l'honnêteté avec moi-même sur ce que je pouvais arrêter de porter. Pas besoin d'une intervention dramatique. Il faut des petits choix constants qui disent à votre système nerveux « vous êtes en sécurité », vous pouvez vous reposer. Si vous ne vous êtes pas encore renseigné sur l'ashwagandha, je vous encourage à le faire. La recherche suggère qu'elle peut aider à soutenir une réponse plus saine au cortisol, et c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine. Je laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez en lire davantage. Mais plus que n'importe quel complément, le vrai travail est dans la façon dont nous organisons nos journées et dans notre honnêteté sur ce que nous portons. La deuxième, et celle-là est peut-être la plus sous-estimée des 5, c'est le sommeil. Je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai traité le sommeil comme quelque chose à quoi j'arriverais éventuellement, comme quelque chose qui pouvait être sacrifié quand il y avait plus à faire. J'ai porté l'agitation comme un badge d'honneur, comme tant de femmes le font. Et la vérité, c'est que mon sommeil n'était pas bon depuis des années. Je me réveillais au milieu de la nuit, je restais là avec des pensées que je ne pouvais pas éteindre, et je commençais la journée suivante déjà en déficit. Ce que j'en suis venue à comprendre, et ce que la recherche montre de façon constante, c'est que le sommeil n'est pas passif. Le sommeil, c'est le moment où votre corps fait la majeure partie de son travail de réparation. C'est là que le muscle se reconstruit, que les hormones se régulent, que l'inflammation se calme. Quand vous sacrifiez du sommeil, vous sacrifiez chacun des autres efforts que vous faites. Des études ont montré que les femmes qui dorment régulièrement entre 7 et 8 heures par nuit ont de meilleurs profils hormonaux, une meilleure fonction métabolique et une meilleure composition corporelle que les femmes qui dorment sensiblement moins. Je ne parle pas de rester au lit 8 heures pendant que l'esprit s'emballe. Je parle d'un sommeil genuinement réparateur et profond. Si vous investissez de l'énergie réelle dans votre alimentation et votre mouvement, mais que votre sommeil est en désordre, vous travaillez contre vous-même. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Le sommeil doit passer en premier. Ce qui a changé les choses pour moi, c'est de prendre la fin de ma journée plus au sérieux. J'ai instauré une vraie routine de ralentissement. J'arrête de regarder les écrans plus tôt en soirée. Je garde la chambre fraîche et calme. J'essaie d'être au lit avant 22 heures la plupart des soirs. Ça semble simple, et ça l'est, mais le simple n'est pas toujours facile quand on a passé des décennies à faire le contraire. Si votre sommeil n'est pas là où il devrait être, je vous invite à vous en occuper avant tout le reste. Avant les compléments, avant les programmes d'entraînement, avant quoi que ce soit, mettez votre sommeil en ordre. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. La troisième, et c'est une dont on ne parle pas assez, c'est la graisse abdominale. Je veux être prudente ici,
parce que je sais que ça peut sembler un sujet délicat. Et je ne suis pas là pour en parler depuis un lieu de honte ou de vanité. Je vais en parler depuis un lieu de santé, parce que la vérité, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de ce tissu a beaucoup d'importance pour comment nous nous sentons. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. L'excès de graisse autour de l'abdomen, ce qu'on appelle parfois la graisse viscérale, n'est pas simplement de l'énergie stockée. C'est un tissu métaboliquement actif, ce qui signifie qu'il produit ses propres signaux hormonaux. Il contribue à l'inflammation, il perturbe la sensibilité à l'insuline et il crée une boucle de rétroaction qui rend plus difficile pour le corps de maintenir l'équilibre hormonal dont nous avons besoin pour nous sentir fortes, énergisées et bien. Après la ménopause, la plupart des femmes remarquent que la graisse se distribue différemment. Elle a tendance à s'installer davantage autour de la taille qu'avant. Et ce changement est réel. Il est hormonal, il est commun, et ce n'est pas votre faute. Mais cela vaut la peine d'y remédier, non pas pour avoir l'air d'une certaine façon, mais parce que réduire cette graisse viscérale peut vraiment améliorer comment vous vous sentez, de l'intérieur vers l'extérieur. Voici la partie pour laquelle je veux que vous restiez, parce que la plupart des femmes s'y prennent d'une façon qui rend en réalité les choses plus difficiles. Et ça me mène directement aux 2 points suivants. Parce que ce que vous faites par rapport à la graisse abdominale compte autant que le fait que vous essayez de vous en occuper. La 4e, trop de cardio. Je sais que ça semble contre-intuitif. Le mouvement est bon. La marche est merveilleuse. Je marche tous les jours et je crois profondément au pouvoir du mouvement quotidien et constant. Mais il y a une différence entre le type de mouvement qui soutient notre corps et celui qui, avec le temps, travaille contre nous. Ce que j'ai observé et ce que j'ai moi-même vécu, c'est que beaucoup de femmes dans la soixantaine répondent au fait de se sentir plus molles ou plus lourdes en faisant plus de cardio, plus de temps sur le tapis de marche, de longues marches soutenues tous les jours, des cours d'aérobic enchaînés semaine après semaine. Et même si l'intention est bonne, l'effet peut parfois être contre-productif. Voici pourquoi. Le cardio continu, chronique et à intensité modérée, surtout quand il est pratiqué en grand volume sans récupération suffisante, élève les niveaux de cortisol. Vous vous souvenez du cortisol ? La même hormone dont nous avons parlé au premier point. L'excès de cardio envoie un signal de stress au corps et le corps répond en s'accrochant aux graisses, en décomposant le tissu musculaire et en augmentant la fatigue. La chose même que vous essayez de corriger devient plus difficile à corriger. Maintenant, je veux dire clairement, marcher n'est pas le problème. La marche douce quotidienne est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé à long terme. Ce dont je parle, c'est du schéma de faire trop souvent, sans repos, sans musculation et sans respecter la récupération. Ce qui a changé les choses pour moi, c'est de comprendre que plus n'est pas toujours mieux et que la chose la plus puissante que je pouvais ajouter à ma routine n'était pas plus de cardio, mais de la musculation. Construire du muscle change tout. Ça améliore le métabolisme, ça améliore l'équilibre hormonal, ça améliore la façon dont le corps utilise les aliments que vous mangez. Et c'est le seul investissement le plus important qu'une femme dans la soixantaine puisse faire dans son indépendance physique. Alors si vous passez la majeure partie de votre temps d'exercice sur du cardio long et continu et que vous ne voyez pas les résultats que vous espériez, je vous invite à reconsidérer votre approche. Ce n'est pas la mer à boire.
même 2 ou 3 séances par semaine de musculation intentionnelle avec une vraie résistance qui challenge vos muscles peuvent faire une différence significative avec le temps. Maintenant, je veux revenir à ce que j'ai mentionné au début. Ces 2 choses que j'ai ici, et je vais vous dire ce que c'est dans un moment, parce que c'est là où je veux vraiment ralentir et expliquer quelque chose qui, je pense, bloque beaucoup de femmes qui mangent soigneusement, font de leur mieux et ne voient toujours pas les résultats qu'elles souhaitent. La 5e, c'est ceci: la mauvaise approche alimentaire pour votre santé hormonale. J'ai ici avec moi 2 choses qui se trouvent dans ma cuisine en ce moment. Des blancs d'œufs, uniquement les blancs sans les jaunes, et un sachet de jeunes pousses mélangées. Ces 2 choses sont largement considérées comme saines, et prises isolément, elles peuvent l'être. Mais voici ce que je veux que vous compreniez sur la façon dont elles pourraient travailler en silence contre vos objectifs. Commençons par la conversation sur les graisses. Après la ménopause, et certainement quand nous sommes dans la soixantaine, notre système hormonal dépend des graisses alimentaires pour fonctionner. Les hormones, y compris celles qui régulent l'énergie, l'humeur, le sommeil et la composition corporelle, sont produites à partir du cholestérol. Et le cholestérol vient des graisses. Quand les femmes réduisent drastiquement leur apport en graisse pour essayer de perdre du poids ou de manger plus léger, elles peuvent, sans le vouloir, réduire la matière première dont leur corps a besoin pour produire et équilibrer ses hormones. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais passé des années à avoir peur des graisses, à manger uniquement des blancs d'œufs parce que le jaune avait trop de cholestérol, à choisir la protéine la plus maigre possible à chaque repas, à éviter l'huile d'olive à cause des calories. Et la vérité, c'est que mon corps avait besoin de plus que ce que je lui donnais. Les graisses saines, de l'œuf entier, de l'huile d'olive, de l'avocat, du saumon, des noix, ce ne sont pas des choses à craindre, ce sont des choses à inclure intentionnellement. Maintenant, parlons des jeunes pousses. Elles sont merveilleuses. Continuez à en manger. Mais ce qui arrive à beaucoup de femmes qui essaient de gérer leur poids, c'est qu'elles remplissent leur assiette de légumes verts et suppriment les choses qui semblent plus lourdes: les pommes de terre, le riz, les fruits, les céréales complètes. Elles passent très bas en glucides, en pensant que les glucides sont l'ennemi. Voici ce que la recherche montre de façon constante. Un apport très faible en glucides a été associé à une réduction de la production des hormones dont nous avons besoin pour l'entretien musculaire, la régulation de l'énergie et la fonction métabolique. Les glucides, particulièrement les glucides complexes issus d'aliments complets, ne sont pas quelque chose que la plupart des femmes devraient éliminer entièrement. L'objectif, c'est l'équilibre. Et la plus grande pièce de cet équilibre qui manque vraiment à la plupart des femmes dans la soixantaine, c'est la protéine. Si je pouvais vous dire un seul changement nutritionnel qui a fait la plus grande différence pour moi, ce serait celui-ci. J'ai commencé à manger significativement plus de protéines. À chaque repas, du yaourt grec le matin, 1 ou 2 portions de poulet, de poisson ou de viande maigre au déjeuner, des œufs au dîner ou une collation riche en protéines dans l'après-midi. Parce que la protéine, c'est ce que votre corps utilise pour construire et maintenir le muscle. Et le muscle n'est pas optionnel après 60 ans. C'est le fondement physique de votre indépendance. Alors si vous mangez principalement des salades et des blancs d'œufs et des repas légers, et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez molle, fatiguée et comme si votre corps ne répondait plus, je vous en prie, entendez-moi. Vous n'avez peut-être pas besoin de manger moins. Vous avez peut-être besoin de manger plus des bonnes choses. Spécifiquement,
plus de protéines, plus de graisses saines, plus de vraie nourriture, complète, que votre corps peut réellement utiliser. Voilà donc les 5 choses qui pourraient travailler en silence contre votre force et votre vitalité après 60 ans. La première, c'est le stress chronique et ce qu'il fait à votre cortisol, à vos hormones et à votre composition corporelle quand il n'est pas pris en charge. La deuxième, c'est le mauvais sommeil. La chose la plus sous-estimée et la plus puissante que vous puissiez améliorer si vous essayez de vous sentir mieux, de vous voir mieux et de soutenir votre santé hormonale. La troisième, c'est l'excès de graisse abdominale. Pas quelque chose dont avoir honte, mais quelque chose qui vaut la peine d'être compris, parce que la graisse viscérale a un impact réel sur la façon dont votre corps fonctionne de l'intérieur. La quatrième, c'est faire trop de cardio chronique au détriment de la musculation, un schéma très courant chez les femmes de notre âge et qui peut silencieusement saboter tout le reste que vous faites bien. Et la cinquième, c'est la mauvaise approche nutritionnelle. Supprimer les graisses, supprimer les glucides, manger trop peu de protéines et croire que manger moins est toujours la réponse. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ça. Rien de tout cela n'a besoin d'être extrême. Ce n'est pas ce que je fais et ce n'est pas ce que je vous encouragerais à faire. Ce que j'ai trouvé, au fil de ces dernières années, à vraiment vivre ça, jour après jour, c'est que des choix constants, équilibrés et intentionnels s'additionnent pour former quelque chose de réel avec le temps. Petit à petit, le corps répond. Petit à petit, la force revient. Petit à petit, vous recommencez à vous sentir vous-même. Pas la version de vous d'il y a 30 ans, mais une version de vous qui est ancrée, capable, énergisée et à l'aise dans son propre corps. C'est ce qui est possible. Et ça ne demande pas un bouleversement radical ni un plan parfait. On commence avec ce qu'on a, en faisant un meilleur choix à la fois. Si cette vidéo vous a été utile, j'adorerais que vous vous abonniez avant de partir. Je partage des vidéos ici régulièrement pour les femmes dans la soixantaine et au-delà qui veulent des informations réelles et sensées sur la façon de construire de la force, de maintenir leur santé et de vieillir d'une façon qui se sent vivante plutôt qu'inévitable. Pas d'extrême, pas de promesses miracles, juste ce qui fonctionne vraiment. Je laisserai également des informations complémentaires dans la description ci-dessous, notamment sur certaines des choses que j'ai mentionnées aujourd'hui, en particulier sur le sommeil, la gestion du stress et les protéines. J'espère que vous avez trouvé ça utile. À bientôt dans la prochaine vidéo.